Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant d'entrer dans le sujet du jour, qui s'annonce aussi profond qu'inquiétant, fais-moi une petite faveur. Like la vidéo, partage-la autour de toi. Et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu penses, qu'il est en train d'arriver. Ici, il ne s'agit pas de simples spéculations. Il s'agit de motifs concrets. Dans cette vidéo, on va décoder une stratégie déjà en marche aux États-Unis et qui pourrait toucher l'Europe d'ici 2027. Tu vas en tirer deux grands bénéfices. Comprendre ce qui se passe en ce moment, notamment en politique américaine et dans la tech, et anticiper ce qui s'en vient, avant que cela ne te tombe dessus. Car aujourd'hui, savoir, c'est se protéger. Et parfois, survivre pendant que d'autres sont pris au dépourvu. Alors prépare-toi, car ce qui arrive est déjà là. Ce qui s'installe ne se limite pas à une réforme politique. C'est un bouleversement dans la manière dont le pouvoir est appliqué. On assiste au balbutiement d'un « Patriot Act » version 2.0, plus subtile, plus technologique. Ce n'est pas seulement une question d'immigration illégale ou de manifestation de rue. Il s'agit d'utiliser la peur comme prétexte pour ériger une structure de surveillance redoutable qui finira par se retourner contre ses propres citoyens. Au centre de cette nouvelle architecture, l'agrégation de bases de données massives, de plateformes d'IA et d'agences fédérales comme l'ICE, le tout sous couvert de sécurité nationale. Mais ce sont les géants privés de la tech qui détiennent les clés. Des technologies conçues à l'origine pour surveiller des ennemis étrangers sont aujourd'hui réorientées vers la population nationale. Et comme en 2001, le récit commence avec une menace extérieure, mais se termine avec la suppression progressive des libertés à l'intérieur. La vraie question n'est donc pas si cela nous affectera, mais quand et jusqu'où. Une mutation discrète mais puissante s'est produite aux États-Unis. La société Palantir Technologies, spécialisée dans l'analyse de données, a pris le contrôle de certaines des bases les plus sensibles du pays. Suite à la démission d'un grand nom de la tech du gouvernement, Palantir a été désigné pour centraliser des données personnelles et comportementales à l'échelle fédérale. Une décision loin d'être anodine. Elle révèle une alliance profonde entre la haute technologie et l'État. Palantir, avec ses liens militaires et ses contrats d'intelligence, n'est plus un simple prestataire. C'est un véritable architecte du système de surveillance en cours de formation. Elle collabore déjà avec l'ICE, traquant des individus en temps réel. Un outil qui peut s'appliquer à toute la population. Et ses dirigeants siègent désormais dans les hautes sphères décisionnelles mondiales, influençant les politiques sécuritaires et redéfinissant les contours même de la liberté. Alors, que se passe-t-il quand les outils pensés pour surveiller l'extérieur sont redirigés vers l'intérieur? Le conflit entre Donald Trump et Elon Musk pourrait sembler anodin. Mais en réalité, il marque peut-être un transfert silencieux du pouvoir, des figures médiatiques vers des technocrates discrets et efficaces. Peu après que Musk ait pris ses distances, Palantir se voit confier les clés du système fédéral. Coïncidence? Peu probable. Ne pas évoquer Peter Thiel, Palantir ou J.D. Vance dans cette équation, c'est passer à côté de l'essentiel. La dispute avec Musk pourrait bien être un jeu d'illusions pour mettre en place un système plus docile, mieux aligné avec les ambitions de surveillance de masse. Tandis que Musk joue le rôle du rebelle, les vrais stratèges opèrent dans l'ombre, dans les couloirs de Washington. Et si tout cela n'était qu'un théâtre savamment orchestré? À chaque fois que quelqu'un ose remettre en question le récit officiel ou pointer des faits dérangeants, il se heurte souvent à cette phrase bien connue. Ça ressemble à une théorie du complot. Mais t'es-tu déjà demandé d'où vient cette expression? Le terme « théorie du complot » a été diffusé par la CIA après l'assassinat du président Kennedy. Non pas pour rechercher la vérité, mais pour discréditer ceux qui doutaient de la version officielle. Ce n'était pas une quête de transparence. C'était un outil pour faire taire. Depuis, cette étiquette est devenue une arme de disqualification. Elle marginalise les esprits critiques, elle tue les débats. Et ce, même quand les sources sont des médias comme le New York Times, We Read ou The Guardian. Alors, la prochaine fois qu'on te balance cette phrase, pose 3 questions simples. Qui a inventé ce terme? Quand? Et dans quel but? Parce que comprendre l'origine du mot, c'est commencer à comprendre pourquoi certaines vérités sont enterrées et qui en tire profit. Prenons LIC, Immigration and Customs Enforcement. Beaucoup la voient comme une simple agence de déportation. Mais en réalité, sa naissance a une portée bien plus stratégique. Fondée en 2003, après le 11 septembre, elle faisait partie d'une grande réorganisation sécuritaire. Officiellement, elle devait protéger les frontières. En vérité, elle a été conçue comme un levier de contrôle intérieur. Pour viser, certes, des étrangers, mais aussi des voix dissidentes. Aujourd'hui, l'ICE fonctionne dans l'ombre du Patriot Act, avec des pouvoirs étendus que la majorité ignore. Et elle ne se limite plus aux expulsions. Elle alimente des bases de données alimentées par Palantir.
Une fois ces systèmes installés, ils peuvent être réaffectés à tout moment. Voici une question qui devrait tous nous troubler. Que se passe-t-il lorsque les outils destinés à surveiller l'ennemi sont tournés vers toi? Quand des émeutes éclatent dans les rues, on pense généralement à un mouvement spontané. Colere, frustración, tensión sociales. Mais si tout cela était orchestré, des manifestations récentes à Los Angeles montrent des signes troublants. Des individus inconnus surgissent, provoquent des violences. Des briques apparaissent, empilées, la veille des rassemblements. Bizarre? Oui. Previsible? Peut-être pas. Ces événements portent la marque des agents provocateurs, des infiltrés placés pour déclencher le chaos, provoquer la police, justifier la répression. C'est un schéma bien connu. Créer le chaos. Déclencher la peur. Exploiter la peur pour imposer de nouvelles lois. Mais pourquoi simuler des troubles? Parce que quand la peur prend le dessus, les gens acceptent l'autorité. Ils échangent leur liberté contre une illusion de sécurité. Et l'ironie? Ceux qui imposent la répression sont parfois ceux qui ont allumé la mèche. Derrière chaque caméra, chaque algorithme, chaque dossier, il y a un système de pouvoir bien précis. Ce système de surveillance qui se met en place n'est pas que politique. Il est profondément économique. Porté par les géants de la tech. Financé par les puissances financières. Validé en silence par la Silicon Valley et Wall Street. Pendant que le peuple se divise dans la rue, les vraies décisions se prennent à huis clos. Ce n'est pas une question de sécurité. C'est une question de domination. Sur les récits, sur les mouvements, et à terme, sur les esprits. Et ce qui rend le système encore plus dangereux, les outils de contrôle sont vendus comme des solutions. Plus le monde devient instable, plus on réclame ces technologies. Mais pose-toi une dernière question. Si le chaos rapporte, qui a vraiment intérêt à la paix? Les projecteurs sont souvent braqués sur les figures politiques. Mais le véritable pouvoir, lui, reste caché, et peu de personnes incarnent cela aussi bien que Peter Thiel. À première vue, ce n'est qu'un projet de loi parmi tant d'autres. Mais le texte surnommé le Big and Beautiful Bill, soutenu par des figures politiques influentes, pourrait bien représenter l'une des transformations législatives les plus importantes de l'histoire récente des États-Unis. Dissimulée dans ces centaines de pages, une disposition empêchant les États de réglementer l'intelligence artificielle pendant 10 ans. En clair, un champ libre pour le développement de l'IA, sans contrôle, sans débat public, sans garde-fou. Ce texte accorde un pouvoir immense aux conglomérats technologiques, permettant à la Silicon Valley de redessiner les contours des libertés civiles, du maintien de l'ordre et de l'identité numérique. C'est une mutation vers une gouvernance par les données, où la vie privée disparaît, et où des algorithmes décident qui est sûr et qui ne l'est pas. On vend cela comme du progrès. Mais le vrai prix à payer? Un contrôle total. Invisible, impossible à retracer, et irréversible. Et maintenant, pose-toi cette question. Que se passe-t-il quand ceux qui s'opposent à ce projet de loi deviennent soudainement les cibles d'un chaos médiatique ou social? Aujourd'hui, les révoltes ne sont pas toujours spontanées. Certaines sont délibérément mises en scène. Les manifestations récentes à Los Angeles en donnent un exemple troublant. Des images de surveillance et des témoignages montrent des détails étranges. Des piles de briques, apparues la veille des rassemblements, positionnées avec soin près des zones de protestation. Pas de chantier. Juste des briques. Encore plus curieux, la qualité des images filmées sur place. Plans nets, angles parfaits, montage quasi cinematografique. Comme si les troubles avaient été anticipés, ou même au produit à dessein. Ce scénario rappelle des événements similaires survenus en 2020, où l'on voit comment des affrontements soigneusement déclenchés peuvent servir de levier politique. Le but? Créer la peur. Obtenir un soutien populaire pour des mesures d'exception. Et valider des dispositifs de surveillance déjà prêts à être activés. Quand une émeute ressemble à une répétition générale, qui est derrière la caméra? Milliardaire, investisseur, stratège technologique, Thiel est cofondateur de Palantir Technologies. Il a un pied dans la politique américaine, un autre dans les contrats militaires, et un troisième, discret mais décisif, dans les infrastructures de données fédérales. Il est décrit comme l'un des cerveaux derrière les outils de surveillance les plus avancés, et l'un des architectes silencieux des stratégies de sécurité nationale. Mais l'influence de Thiel ne s'arrête pas à Washington. Il siège également au comité directeur du groupe Bilderberg, une réunion d'élite souvent accusée de fixer les orientations politiques mondiales à huis clos. Ironie du sort. Ceux qui s'opposent à l'élite mondialisée ignorent parfois que l'un de leurs champions, Peter Thiel, participe à ces cénacles fermés. Alors, est-il un génie stratège œuvrant pour le changement, ou l'ingénieur en chef d'un empire technocratique? Quand une seule personne contrôle la technologie, les financements et les idées, il faut se demander,
Est-il en train de mener la révolution ou d'en écrire le scénario? Quand on parle des élites, beaucoup imaginent une entité vague, abstraite. Mais le groupe Bilderberg lui donne une réalité tangible. C'est un club exclusif, sur invitation uniquement. Il rassemble chefs d'État, PDG, officiers militaires, magnats des médias et technocrates, dans l'opacité la plus totale. Parmi les membres du comité de direction, Peter Thiel et Alex Karp, tous deux liés à Palantir et au système de surveillance américain. Ceux qui défendent la souveraineté nationale ou les valeurs traditionnelles voient en Bilderberg un adversaire. Pourtant, les figures clés de la sécurité numérique des États-Unis en font partie intégrante. Ce paradoxe soulève une question dérangeante. Si tu dis lutter contre le système, pourquoi en confier les rênes à ceux qui le conçoivent? Et si les mêmes esprits sont à l'origine du problème et de la solution, alors ce n'est peut-être pas un conflit. C'est un plan. Le contrôle total ne passe pas toujours par la force. Parfois, il suffit de semer la confusion. Les outils modernes d'influence ne se contentent plus de dicter des lois. Ils modèlent ce que tu crois, ce que tu dis, et comment tu réagis. Biais cognitifs, chambre d'écho, dissonance mentale, silence social. Autant de mécanismes qui formatent les comportements. Lorsqu'un individu est confronté à une information qui contredit ses croyances, son réflexe n'est pas de chercher la vérité. C'est de se fermer. Pas parce que les faits sont flous, mais parce que l'inconfort est trop fort. Alors on ignore, on ridiculise, on rejette. Ceux qui osent parler, étiquetés extrémistes, complotistes, ou tout simplement exclus. La société apprend à s'auto-censurer. Le contrôle ne vient plus d'en haut. Il vient de l'intérieur. Et la prison la plus efficace, c'est celle que tu ne vois pas. Alors que les agences fédérales et les géants de la tech construisent ce système par le haut, certaines figures locales jouent aussi un rôle discret, mais stratégique. À Los Angeles, les regards se tournent vers la maire Karen Bass. Peu le savent, mais elle a siégé pendant 6 ans au conseil d'administration du NED, le National Endowment for Democracy, une organisation financée par les États-Unis, souvent associée à des opérations de déstabilisation dans des pays étrangers. Avant cela, elle était organisatrice communautaire, engagée dans des manifestations de rue. Aujourd'hui, alors que sa ville est en proie au trouble, ses anciens liens suscitent des interrogations. Son rôle et son silence reflètent-ils une adhésion aux objectifs profonds de l'État? Lorsque les protestations éclatent à quelques mètres de son bureau, parfois financées par les mêmes structures qu'elle a servies, la frontière entre engagement citoyen et manipulation devient floue. Et pourtant, pendant que les caméras tournent et que les tensions montent, le gouvernement fédéral continue de financer le NED. Ce qui laisse penser que les désordres actuels ne sont pas seulement tolérés, ils pourraient bien être encouragés. Pose-toi cette question. Ta mère te représente-t-elle vraiment, ou n'est-elle qu'un pion bien placé sur l'échiquier? Le National Endowment for Democracy, NED-M, se présentait comme un promoteur de la liberté. Mais son histoire réelle raconte autre chose. Une stratégie bien plus calculée et bien plus inquiétante. Créée comme un prolongement discret du soft power de la CIA, cette organisation a été impliquée dans de nombreuses opérations à l'étranger, soutenant des mouvements destinés à renverser des gouvernements sous couvert de démocratie. Financé par les contribuables américains, le NED agit comme un scalpel politique, précis, discret et redoutablement efficace. Et maintenant, cet outil semble opérer sur le sol américain, avec des figures comme Karen Bass liées à sa direction et des manifestations qui secouent des villes comme Los Angeles, les connexions se font de plus en plus nettes. L'agence qui encourageait autrefois les soulèvements ailleurs semble aujourd'hui liée à des troubles internes, qui tombent à point nommé pour justifier de nouvelles lois, de nouvelles technologies de contrôle. Et pourtant, les fonds publics continuent d'affluer. Alors, si le gouvernement finance à la fois le problème et la solution, est-il vraiment en train de protéger la démocratie ou bien en train de la réinventer? Parfois, l'avenir ne surprend pas. Il est annoncé à l'avance. Des références à des troubles massifs, à des régimes autoritaires, à une société divisée, apparaissent de plus en plus souvent. Pas seulement dans les journaux, mais aussi dans les films, sur les couvertures de magazines, dans les récits politiques. Prenons l'exemple du film Civil War, ou encore la couverture du magazine The Economist de juin 2025 montrant un point fermé, autant d'images qui paraissent fictionnelles, mais qui reflètent, étrangement, la réalité. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Pour beaucoup, c'est ce qu'on appelle la programmation prédictive. Planter des scénarios dans l'esprit collectif pour que, le jour où ils se réalisent, ils soient perçus non comme une alerte, mais comme une fatalité. Et la tendance? Une réplique de l'Airpost 11 septembre, mais cette fois, la menace n'est plus étrangère. Elle vient de l'intérieur, loi d'exception, sécurité renforcée, surveillance numérique généralisée.
Alors si l'histoire te semble familière, c'est peut-être parce qu'on te l'a déjà racontée. Et maintenant, c'est à toi de réfléchir. Que se passe-t-il vraiment dans les coulisses? Ces troubles sociaux sont-ils de simples explosions de colère ou des actes savamment chorégraphiés? Les systèmes de surveillance sont-ils vraiment là pour nous protéger ou pour nous anticiper et nous contrôler? Et si ceux qui alimentent les émeutes financent aussi les réponses? Alors, qui tient réellement les rênes? Partage ton avis dans les commentaires. Que tu sois d'accord, que tu contestes ou que tu aies ta propre lecture, ton point de vue est précieux. Et si cette vidéo t'a donné matière à réflexion, like-la pour soutenir ce contenu. Envoie-la à ton entourage pour partager cette perspective. Parce que ton engagement permet à cette conversation de continuer. Et prépare déjà notre prochaine vidéo. En attendant, reste lucide, reste vigilant, et n'arrête jamais de poser des questions.